Et merci d'être fidèle au podcast Librement Linux. C'est le seul podcast qui aborde les solutions open source, Linux, l'informatique, le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français, s'il vous plaît, dans le texte. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513V3. Je m'appelle Cédric et je suis accompagné aujourd'hui de la team et de notamment de Steve de la chaîne YouTube 513V3. Salut. Eh ben, il se trouve que c'est moi, alors salut les gens. Il s'occupe du site internet numetopia.fr. C'est le Tux masqué. Hello. Hello. Merci à Enrique de Wild Beach Music. Et cet épisode est diffusé sur conditions Creative Commons Attribution 4.0 international, excepté les extraits musicaux, la bande-son externe et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Vous pouvez également discuter avec nous sur le salon Matrix Librement Linux Podcast. Hello tout le monde, et nous sommes le dimanche 19 novembre 2023, il est 21h13. C'est un peu tard pour enregistrer les gars, moi je suis fatigué. J'espère que vous, auditeurs, vous allez bien également. C'est parti pour une heure d'infos, de news, d'actualités, d'échanges, etc. Bref, on va pas refaire l'introduction. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par notre ami Steve. Steve, vous savez, celui qui a une rubrique qui va pas tarder à nous la faire, j'en suis sûr. Mais n'hésitez pas à lui envoyer des trucs audio. Hello tout le monde. Alors j'ai une petite requête à formuler à tous, dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts. Si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur. Vous serez bref et succinct. Vous m'envoyez un petit fichier au format MP3 ou OGG. Enfin, bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions seront retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration. Alors, nous comptons sur vous. Oui, nous comptons sur vous pour avoir des messages sur le répondeur. Et d'ailleurs, Steve, ce soir, va nous parler du Paléo Futur. Il va nous parler du Paléo Futur. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Magique. Salut tout le monde. Ben oui, le Paléo Futur. Et surtout, avant de commencer, ne me dites pas non plus que je vous aurais pas prévenu. Bon alors, figurez-vous les gars que je sais lire. Ouais. Ça commence bien. Bon, ok, d'accord. Hormis un petit problème de dyslexie qui a été tardivement découvert d'ailleurs, qui me permet de ne pas pouvoir placer judicieusement les mots dans le bon ordre pour formuler ma phrase. Mais à part ça, je sais lire, vraiment. Alors figurez-vous que ce biais d'humeur n'aurait certainement pas non plus existé sans nos interminables conversations cyber philosophiques qui sont entre nous, c'est-à-dire toi Cédric et toi le Tux. Enfin, oui, sauf quand, à part si Cédric préfère justement regarder avec attention la fin de son épisode de Derrick. Oui. Mais non. Mais il faut assumer. En soi, en même temps, entre nous, tout à fait entre nous, c'est d'ailleurs la série télé la plus réaliste de tous les temps. Un crime, un coup de téléphone, une paire de lunettes légendaires, une chanson Robert Bayern accordée à l'accordéon et une affaire qui est résolue à condition que le coupable se dénonce à la fin. Taux de réussite, 100%. Tu m'étonnes. D'ailleurs, avant de fermer la parenthèse d'Eric, vous avez déjà essayé de mettre une paire de lunettes à Till Lindemann. Vous savez, c'est le chanteur de Rammstein. Parce que moi, perso, je trouve qu'il a un air de famille. Voilà, c'est tout. Non. Allez, je ferme la parenthèse à ce sujet-là. Enfin, soit, au détour de nos conversations, il nous est arrivé de parler des écrivains, philosophes qui avaient prophétisé quelque part le monde dans lequel nous vivons actuellement. Parce que, si on passe au crible un peu certaines de leurs prédictions, on se rend compte que la plupart du temps, et même très souvent, même d'ailleurs, c'est vrai. Limite, là, je vous avoue franchement, avec ma petite recherche, moi, ça m'a un peu fait claquer les fesses. Alors, je vais commencer très très light pour vous donner une petite idée. Le voyage de Gulliver, vous connaissez certainement
certainement tous, de Jonathan Swift, 1726, ça date quand même. Hormis le fait que Gulliver prend un plaisir non dissimulé à être attaché sur une île plein de Lilliputiens. Alors on va savoir ce qu'il fait, après on s'en fout un peu. Il y avait quand même des astronomes qui observent la planète Mars et qui prétendaient justement à cette époque, dans le bouquin, que Mars possédait 2 satellites. Près d'un siècle plus tard, ce petit détail s'est avéré être tout à fait vrai puisque la planète est accompagnée de 2 satellites qui s'appellent Phobos et Deimos. Alors, ok, c'est très léger, très bien, on va passer à l'échauffement, vous inquiétez pas. Frankenstein de Mary Shelley, 1818. Le concept du livre est basé sur la transplantation d'organes, technique qui est maintenant complètement sous le domaine, qui n'est plus du tout sous le domaine de la science-fiction, puisque... Oui, on parle du cœur de porc. Oui, mais attends, je t'explique. Aujourd'hui, c'est une grande partie des organes du corps humain qui sont transplantables, ce qui rend le roman de Frankenstein relayé au recueil de l'anatomie humaine. Enfin, je trouve... Mais bon, manifestement, c'est vrai qu'il n'est pas convaincu. Alors, je vais donner un petit truc un peu plus solide, d'accord. De la Terre à la Lune, de Jules Verne, on est en 1865. Outre le fait qu'il ait imaginé que l'homme irait sur la Lune, pas fatalement, Jules, de son petit nom, a précisé qu'il utiliserait aussi des modules spatiaux qui seraient envoyés depuis la Floride et qui reviendraient sur Terre dans des capsules flottant sur l'eau. Et devinez d'où les missions Apollon sont lancées ? Bah voilà, dans le deal. Allez, je fais vite comme ça une petite revue parce que c'est vrai qu'on a quand même, on va avancer quand même dans le temps. Le futur antérieur, qui est de Richard Bellamy, qui date de 1888, c'était un roman qui a décrit une société américaine utopique où les citoyens allaient utiliser des cartes de crédit, sachant que le terme carte de crédit n'a été utilisé que 63 années plus tard. Donc c'est assez intéressant. Alors fatalement j'ai une liste assez énorme et c'est vrai que je réalise qu'en même temps pendant que je fais le billet d'humeur, j'ai quand même pas non plus vous faire la liste totale, mais il y en a un vraiment parmi tous ceux que j'ai fait en recherche qui m'a vraiment été un tout petit peu plus qui m'a vraiment sensibilisé. C'était Tous à Zanzibar de John Brunner qui date de 1969 pardon. C'est largement considéré comme l'un des romans les plus prophétiques jamais écrits. En fait Tous à Zanzibar ça se passe en 2010 et ça raconte l'histoire d'une Amérique en proie au massacre dans les écoles et attaques terroristes. Tiens, comme c'est par hasard. Il y a des grandes villes comme Détroit qui sont devenues de vulgaires terrains vagues et le cannabis a été dépénalisé. Parmi de nombreuses inventions, en plus de ça, on compte la voiture électrique, l'impression laser, notamment aussi la télé à la demande ou la mise en place de la prévention contre le tabagisme. Bon, voilà quoi. En fait, il y en a des tonnes. Je pourrais aussi vous parler de Isaac Asimov et de ses 3 lois concernant justement la robotique. Je pourrais vous parler aussi de H.G. Wells qui avait prédit la dévastation qui à l'époque en 1914 allait être causée à cause d'une bombe suffisamment puissante qu'elle allait détruire des villes. Et fatalement, c'est ce qui s'est passé avec la bombe atomique. Mais bon, le but du jeu, c'est simplement de vous dire, voilà, ce sont des prophéties, en tout cas d'une certaine manière, ça donne pas vraiment envie de se réjouir. Ok. Et là aussi, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est quoi le rapport avec librement Linux, vous allez me demander. Et là, à vrai dire, moi, je fais partie de ces naïfs qui pensent que la philosophie Linux et du monde numérique libre, c'est une idéologie qui va à contre-courant de tout ce que nous imposent justement les GAFAM. J'aime à penser, par exemple, que l'idéologie défend la liberté du choix et embraye le pas sur le respect de la vie privée. Alors, ouais, ok, parce que le monde, comme je le vois aujourd'hui, c'est simplement que des opportunités d'idées qui ont été saisies à travers ces œuvres et qui sont ensuite détournées pour desservir le désir malsain d'un homme. En tout cas, c'est comme ça que moi je le constate. Et j'aime à penser que justement cette philosophie du numérique libre, c'est d'extraire le meilleur de ces prophéties et d'en tirer quelque part finalement des avertissements. Alors la science-fiction ne prédit pas le futur, en tout cas c'est comme ça que moi je le conçois, elle contribue à le rendre possible et ensuite à voir entre quelles mains nous allons confier ce futur. Moi, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Aucune main, les nôtres, pas ceux de GAFAM, pas ceux, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se bat contre les GAFAM. C'est pas dire, c'est des méchants. Si, c'est des méchants, c'est pour éviter d'être des esclaves, tout compte fait. Mais, pour revenir à ce que tu disais, pour moi, la science-fiction, c'est les gens qui, aujourd'hui, nous ont inventé la voiture électrique, tout ça, ont lu ces bouquins-là et se sont inspirés pour proposer leur innovation technologique. Ouais. Nike essaye de se repasser encore Retour vers le futur. Avec moi, j'ai 2 auteurs que je citerai pour compléter ta liste. Huxley, Le meilleur des mondes. Bien sûr, tout à fait. 1923, je crois que c'est de tête, on va vérifier. Et
1984. Exactement, George Orwell, bien sûr. George Orwell, qui a été écrit dans les années 40, en 49, je crois que c'est. Exactement, ouais. En fait, il était dans ma liste, mais c'est vrai que quand, en fin de compte, je relis le biais d'humeur avec vous, je me dis, non, on va quand même pas passer 10 minutes à parler de tous les auteurs. Mais je pensais, voilà, qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de gens qui nous avaient d'une certaine manière avertis. Et je suis sûr et certain qu'il y a des écrivains contemporains qui sont certainement en train de nous avertir de ce qui va se passer dans un futur proche. Je crois qu'il serait peut-être temps de se remettre aussi une fois de temps en temps à tourner des pages, quoi. Donc, vous savez peut-être pas, mais en fait, les services secrets, les armées, aussi bien françaises que américaines, anglaises et tout ça, demandent à des auteurs d'imaginer des fictions pour faire. Oui, mais on l'a eu pour le Covid. On l'a eu pour le Covid également. On avait demandé à des auteurs, etc., d'imaginer comment pouvait se passer le confinement, etc., ou ce que le Covid pouvait engendrer comme catastrophe. Et en effet, les politiques s'en sont un peu inspirés. Alors peut-être pas en France, mais dans les autres pays, oui. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc, comme quoi, on voit bien, c'est l'imaginaire des auteurs et des créateurs qui alimentent l'évolution de notre société. C'est ça. Il y a des imaginaires, en fait, c'est plus des tentatives de projection dans le futur. Donc, ça cogite énormément dans leur tête et en effet, ils arrivent à faire une espèce de prédiction parce qu'ils s'appuient sur ce qui s'est passé dans le passé, le présent, pour imaginer le futur, plus ou moins lointain. Après, il y a d'autres auteurs, par contre, eux, ils s'en foutent royalement et c'est vraiment de l'imaginaire et du fantasque pur. On pourrait citer par exemple Star Wars où il y a beaucoup de monde qui s'imagine que c'est peut-être un futur, mais non, Star Wars là par contre c'est du fantastique. C'est plus de la projection dans le futur, voilà. Et bien très bien, très intéressant, qui demande encore beaucoup à réfléchir. Tu vas me faire réfléchir toi. Oui, par contre, moi j'invite nos auditeurs à lire tous les livres cités par Steve. Ouais, je les ai surtout lus tous, moi. Alors maintenant, s'il vous plaît, les gars, faites votre part aussi, quoi. Non, mais je demanderai à CPT de faire un résumé. Les 3 lois de la robotique, les 3 lois d'Asimov, c'est quoi, Steve ? Alors, aussi loin que je me souvienne, la première, c'était de toujours agir en fonction naturellement de l'intérêt de l'être humain. Ne jamais, si la décision était à l'encontre, il fallait toujours, en tout cas, agir en fonction de la protection de l'être humain. Et puis la troisième, je sais plus. C'était respecter les 2 premières lois, je pense, un truc comme ça. C'est un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Le deuxième, c'est un robot doit obéir aux ordres qui lui donnent les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et enfin, la troisième, un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec ni la première ni la deuxième loi. Joli. Voilà, actualité tout de suite. Librement Linux, à vous, Cognac, l'actualité. Et le Tux masqué, tu vas nous parler de sortie de console de jeu. Oui, cette semaine on était assez riche en sorties. Tout d'abord, le 15 novembre, il y a la PlayStation Portal qui est sortie et le lendemain, la Steam Deck OLED. Alors, bon, on va pas vous parler plus que ça de ces sorties-là, mais la PlayStation Portal, moi, quand je ne connais rien en console et tout ça, et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ça me fait penser un petit peu à un plan pour Sony pour concurrencer la Steam Deck OLED. Mais en discutant avec Steve, je me suis rendu compte que j'avais tout faux. Et donc Steve va un peu nous expliquer ce que c'était, et surtout que visiblement la presse, elle n'aime pas cette console-là. Ouais. En fait, en même temps, c'est vrai que je peux pas vraiment appeler ça une console. Parce que finalement, ce n'est jamais qu'une espèce de manette qu'on a coupée en deux et qu'on a justement essayé de placer une petite tablette entre les deux poignées, tout simplement. Et donc, en gros, il n'y a pas vraiment, à part simplement la possibilité de streamer le contenu de ce que vous avez sur votre PlayStation, il n'y a pas vraiment, en tout cas, une espèce de microprocesseur ou en tout cas quelque chose qui va vous faire tourner des jeux directement en live sur votre portal, tout simplement. C'est carrément, en fin de compte, un truc qui coûte 220 balles. C'est une manette. On l'a coupé en deux. On a mis une tablette en plein milieu de tout ça. On a dit, voilà, maintenant, en fin de compte, tant que votre console est en mode veille, si vous appuyez sur le bon bouton, vous allez allumer votre console qui est dans votre salon, votre PlayStation 5, et vous allez pouvoir enfin streamer le jeu sur votre petit écran. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que effectivement, si vous êtes dans votre infrastructure, votre petit réseau local, vous allez avoir un temps de réponse assez élevé, puisqu'en fin de compte, elle va se connecter en Wi-Fi dans votre réseau. Donc parfait, ok, chouette, on va bien s'amuser.
Vous pouvez éventuellement aussi jouer à l'extérieur naturellement depuis Internet. Et là, bien évidemment, vous avez plutôt intérêt à avoir aussi une connexion Internet assez solide. Et puis voilà, mais c'est tout. Et je veux dire par là qu'à côté de ça, elle va certainement pas concurrencer justement le Steam Deck. Alors imaginez bien qu'à l'époque, vous avez certainement payé la PlayStation 5, la console à elle toute seule. Je sais pas, certainement vous avez été parmi les premiers, donc c'était 500 balles certainement. Et puis finalement, là maintenant, vous allez peut-être devoir claquer un peu plus de 200 balles pour ce petit truc en plus. Ouais, en fait, c'est pour résumer, c'est un retour, une manette de jeu avec un retour vidéo dessus, parce que sans PlayStation 5, on peut pas Exactement. Ce que vous pourriez éventuellement faire de vous-même, avec certainement un budget beaucoup plus maîtrisé, avec l'application PlayStation 5 Remote qui est sur Android, et qui vous permet effectivement de faire exactement la même chose. Donc en fait, vous avez vous y connectez une manette sur votre smartphone, vous mettez cette application en jeu, vous faites exactement le même travail que effectivement ce portal, et je crois qu'en fait vous claquez à peine 50 balles pour le faire, quoi. Ouais, parce qu'en plus, moi ce que je disais, c'est que visiblement, même technologiquement, elle est un peu à la ramasse. Il n'y a pas d'écran OLED. Le retour vidéo, bon, c'est certes peut-être de la HD, mais il n'est pas formidable. En gros, un produit qui sert à rien et qu'il faut surtout pas mettre au pied du sapin à Noël, quoi. Ouais, franchement, évitez. Je crois pas vraiment que ça, à part peut-être faire sauter de joie à votre gamin, parce qu'en fin de compte, il va y avoir simplement le logo PlayStation. Je pense que très sincèrement, ça va rester dans les cartons, que ça va prendre poussière très vite, quoi. C'est, voilà, très franchement, non, quoi. Non, achetez 3 jeux et c'est mieux comme ça, quoi. Bon, je vais acheter des Lego. Hein. Ça ira bien. Voilà. Par contre, là, Valve sort donc sa nouvelle Steam Deck. Alors, on a dit la semaine dernière, c'est pas la V2, c'est juste une Steam Deck un peu rafraîchie et tout ça. Donc la Steam Deck OLED qui est sortie, donc que je disais le 16 novembre, mais il a prévu pour cette sortie-là un plan contre les scalpers. Alors, moi, personnellement, je sais pas ce que c'est un scalper. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Steve ? Alors, je vais te scalper. Voilà, c'est ça. On va te décapiter. En fait, on va te retirer ton cuir chevelu et on va garder simplement. Non, je déconne. En fait, les scalpers. En tout cas, nous, on a connu ça énormément en Belgique. Je pense que vous, en France, ça a été quand même aussi un sujet un tout petit peu plus houleux à l'époque de la sortie des consoles de nouvelle génération. Je parle des PlayStation 5 et des Xbox Series X. En fait, le but du jeu, c'est simple, c'est que ce sont des gens qui vont acheter massivement les stocks qui sont disponibles et qui sont délivrés sur le territoire. Et puis, en fin de compte, ils vont les garder pour eux. Donc, ça va créer, en fait, une certaine forme de pénurie. Et ce qui donne pour eux l'opportunité de revendre leur stock, mais à des prix complètement explosés. Donc, à la limite, la PlayStation 5, en l'occurrence, puisque c'est effectivement une qui a été une des plus scalpées, façon de parler, qui était certainement initialement prévue pour 500 ou 600 balles, mais finalement, vous la retrouviez sur le marché des scalpers pour 700 ou 800 balles, quoi. Et fatalement, imaginez qu'en fin de compte, ces scalpers se faisaient un stock de, je sais pas, je veux dire, peut-être 100 ou 150 consoles. Vous avez vite fait le calcul pour comprendre qu'en réalité, il s'était fait déjà les fêtes de fin d'année avant tout le monde, quoi. Donc ça, c'est ça un scalper en tout cas. Et nous, on a en tout cas en Belgique, alors je pense très fort que en réalité, c'est parce qu'on est peut-être aussi une plaque tournante pour tout ce qui est l'arrivage des produits, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en Belgique, il y a eu énormément de scalpers. Et donc finalement, on a les Belges en tout cas ont profité un peu malheureusement de cette pénurie à votre insu, enfin pas à votre insu, mais à votre détriment, quoi. Voilà. Il y en avait un, il y a un beau scalper en ce moment, c'est Amazon. Ouais, voilà. Mais en fait, oui, faut comprendre tout simplement qu'en fin de compte, les revendeurs sont des scalpers, effectivement. Et donc là, tu en sais un peu plus sur le plan anti-scalp ? En fait, le but du jeu de Steam, c'était de pouvoir proposer effectivement la Steam Deck OLED qui était justement vendue. Et en fait, ils avaient proposé aussi une version limitée. Et ils savaient très bien quand justement la version limitée allait certainement peut-être justement provoquer un peu plus d'émules et compagnie. Donc voilà, à part le fait que ce soit une coque translucide fumée, etc., etc. Donc voilà, elle n'est que disponible en plus de ça, cette version limitée aux États-Unis et au Canada. Et en fait, le but du jeu, c'était de dire, en fait, pour limiter un petit peu ce phénomène de scalp, vous devez être aux États-Unis ou au Canada, vous devez domicilier soit l'un, soit l'autre. Votre compte Steam doit être en règle. Alors, je sais pas ce que ça veut dire être en règle, mais enfin voilà. Le compte doit avoir effectué un achat de Steam avant novembre 2023, donc ça veut dire que, achète quand même un petit jeu, petit gars, au moins comme ça va pouvoir justifier le fait que tu aies envie quand même de te taper la Steam Deck version limitée. Et une seule et unique unité ne peut être achetée par contre.
Donc en fait, ce qui est pas mal du tout de ce côté-là, c'est qu'en fin de compte, il liait effectivement la console à votre compte Steam, et donc voilà, une console, un joueur, quoi. Mais le compte est créé au moment de l'achat, c'est ça ce que je comprends? Non, ton compte Steam. Donc en fait, ton compte Steam, c'est ton launcher, tu vois. Donc tu vois c'est quoi ou pas, Cédric? Oui, mais ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'acheter 500 Steam Deck? Parce qu'en fait, tu dois le valider avec ton propre compte perso. Donc moi, par exemple, mon compte Steam... Valider l'achat ou valider la console? Tu dois valider ton achat avec ton compte à toi. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va associer cette console à ton compte. Et tu peux pas créer un compte juste avant l'achat pour... parce que je pense qu'il y a acheté déjà des jeux pour pouvoir en profiter. Non, je pense qu'il y a plein d'utilisateurs de Steam qui voudront réutiliser leur compte. Ouais, en fait, j'imagine fort mal que quelqu'un te dise tiens, en fait, finalement, vous n'êtes pas domicilié au Canada ou aux États-Unis, ou alors finalement, tu vois, alors imagine aussi le truc, c'est que tu dois avoir fait un achat. Alors ouais, tu vas me dire, tu vas acheter un jeu à même pas $1, on s'en fout un peu, mais ça me paraît quand même un peu, tu vois, j'imagine fort bien qu'ils vont être quand même un tout petit peu plus, tu vois, un petit peu plus regardant pour justement limiter tout ce genre de petits trucs. Ils se la jouent à l'Apple, en fait. C'est quand tu achètes un Apple, t'es obligé déjà de vérifier ton identité avant d'avoir l'appareil. Ce qui entre nous, franchement, c'est pas trop dégueulasse, en tout cas pour perso. Mais on parlait d'Apple, mais Amazon le fait aussi. Quand j'ai acheté des tablettes ou des appareils comme ça, en fait, tu ouvres la tablette, il sait déjà que c'est toi. Ils l'ont déjà En fait, ils enregistrent le numéro de série. Donc, quand la tablette, tu l'allumes, ça interroge le serveur, et le numéro de série. Et donc, ils savent déjà que tu as ta tablette. Et d'ailleurs, tu le vois dans ton compte Amazon. Avant que tu reçoives la tablette, ils t'ont déjà assigné la tablette. Voilà. Mais non, c'est très bien. Ok. Bon, très bien. On va pouvoir avancer sur la vidéosurveillance. La vidéosurveillance algorithmique. Dis-en-nous plus, le TUX. Alors, déjà, petit rappel, la vidéosurveillance algorithmique en France, jusqu'à très récemment, n'était pas autorisée. Il y a une loi qui a été votée en janvier dernier pour les JO de Paris 2024 qui autorise à titre expérimental le déploiement de caméras couplées à des systèmes de détection algorithmique, uniquement donc à titre expérimental, c'est-à-dire que l'encadrement de ces applications est encadré, l'expérimentation est limitée dans le temps et derrière c'est pour faire de la recherche scientifique, pour savoir si c'est au point, si c'est pertinent, etc. Et en faisant ça, à l'occasion des JO de Paris, on fait un test à grandeur nature. Sauf que le 14 novembre dernier, Disclose a publié un article où en fait il révèle que depuis 2015, les forces de l'ordre ont acquis en secret un logiciel d'analyse d'images et de surveillance de à la société israélienne Briefcam, donc grosso modo de la vidéosurveillance algorithmique, et en fait aujourd'hui c'est pas du tout légal. Il n'y a eu aucune déclaration faite à la CNIL, et ce logiciel équipe aujourd'hui plus de 200 les polices municipales de plus de 200 communes en France. Alors, la Quadrature-du-Net, dans un billet sur son blog du même jour, le 14 novembre, rappelle que ce fait est passible du droit pénal, et le Monde rapporte le 15 novembre que finalement, suite à l'article de Disclose, la CNIL va contrôler le ministère de l'Intérieur pour savoir un peu pourquoi il y a ce logiciel qui a été utilisé. Sauf que la Quadrature du Net est assez pessimiste sur cette réaction et de la CNIL et sur ce contrôle, parce qu'elle rappelle que à l'encontre de deux ministères, après le détournement de fichiers et l'envoi au printemps dernier de 2 millions de messages de propagande destinés à manipuler l'opinion au sujet de la réforme de retraite, elle a juste fait un simple rappel à l'ordre. Donc pas grand-chose. Voilà. Steve, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, en fait, j'ai juste une question parce que j'en ai deux en fait en vérité. Quand on parle de la reconnaissance algorithmique, est-ce que ça veut dire que ça ressemble effectivement à ce qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on essaie de superposer un espèce de visage à filigrane comme ça pour pouvoir dire tiens, il ressemble à telle ou telle personne, ou alors voilà, c'est en fait de ce que j'ai compris, après je suis pas spécialiste du sujet, a priori c'est reconnaître des visages sur des images de vidéosurveillance et faire le rapprochement après avec des fiches d'état civil, des informations qu'on a et de pouvoir suivre l'individu et les intentions éventuelles de l'individu avant qu'il les ait commis.
Waouh. Et donc ça veut dire que depuis 2015, ils ont mis ça en place et en réalité c'est en secret. Donc en fait, manifestement, il y a personne qui le sait, on le découvre à peine. Est-ce qu'ils ont quand même, pour leur défense, pu apporter des preuves de l'efficacité de ce programme? Alors non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, de ce qu'on en sait, c'est que d'ailleurs, quand la loi a été votée à l'Assemblée nationale pour les JO de Paris 2024, il y a eu toute une controverse parce qu'aujourd'hui, cette algorithmie, elle ne fait pas du tout ses preuves. Et tous les tests qui ont été faits dans une opacité la plus complète, ce qui fait que derrière, même les scientifiques qui pourraient s'y intéresser, ils ne savent pas vraiment ce qu'on analyse. Donc voilà. Mais là, pour les JO, il y a une loi qui a été votée, la représentation nationale l'a votée, donc on est au courant. Là, ce qui est scandaleux, c'est que depuis 2015, donc depuis 8 ans, elle s'est déjà utilisée sans qu'on en sache rien du tout. Et c'est passible, comme le rappelle la Quadrature du Net, du droit pénal. Et donc, derrière, il faudrait que ça soit porté en justice pour voir un peu qu'est-ce que ça veut dire comme condamnation par rapport à ça. Et je pense, après la CNIL qui se retourne contre un ministère, on a bien vu, ça n'a pas beaucoup de conséquences. C'est ça, ouais. Donc, les systèmes de contrôle indépendants, on voit leurs limites. Bon, et alto photo. Non, à la vidéo, là, c'est la vidéo. Ça me fait penser à Google Photos, qui, il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans ou 20 ans de ça, faisait déjà de la reconnaissance de visage sur les photos. Et c'était assez impressionnant, parce que moi, j'avais des enfants en bas âge à l'époque, et il arrivait à reconnaître mon gamin qui avait les premières photos de quelques mois à 6 ans, et il arrivait à faire il le reconnaissait pratiquement tout le temps, ouais. C'était assez... À un moment donné, rappelez-vous, il y a eu Facebook qui voulait inclure un type d'algorithme de reconnaissance faciale sur Facebook pour pouvoir taguer automatiquement les photos. Oui, c'est vrai. Sans qu'on demande notre consentement. Alors, à mon avis... ça n'a pas été fait, mais... je suis pas... Mon analyse... ça n'a pas été rendu public. C'est exactement ce que je voulais dire. Ça a été proposé au grand public, mais quand ils ont vu le tollé, ils ont dit stop. Et maintenant, je pense qu'ils le font en off. Et ils doivent travailler largement en off. Et je pense qu'ils ont fait des sacrées avancées là-dessus. Donc, c'est pas Jojo. Très bien. Eh bien, on va enchaîner. Un nouveau dépôt pour Firefox ? Oui, en fait, non, pas forcément. En fait, Mozilla, au début du mois, a annoncé la mise à disposition d'un dépôt pour les paquets Deb pour pouvoir installer Firefox, mais sur toutes les distributions basées sur Debian. Donc Debian, Ubuntu, Linux Mint, etc., etc. Sauf que c'est pas n'importe quelle version de Firefox qui est disponible sur ces dépôts, c'est uniquement Firefox Nightly. Alors, vous savez ce que c'est Firefox Nightly ? Oh, malheureusement trop, oui. En fait, c'est lorsque un développeur fait sa partie de développement et qui, évidemment, il l'a testé sur son poste, va publier cette modification ou ce développement. Ce qui fait que ça devient donc la Nightly, c'est-à-dire c'est pas tamponné par un numéro de version, c'est simplement ça a été recompilé ce jour-là avec les dernières intégrations. Voilà, en gros, pour faire simple, c'est une version en cours de développement. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire en cours de développement ? Ça veut dire qu'elle n'est pas finalisée et prête à publication pour le grand public. Ok. Voilà, donc non, alors avec ce dépôt-là, donc ne vous attendez pas, surtout pour les utilisateurs de Debian qui sont bloqués avec une version ESR, donc une version ESR qui est une version à support à long terme, mais qui est mise à jour qu'une fois par an avec les nouvelles fonctionnalités, de pouvoir avoir simplement par ce dépôt-là la version de Firefox standard. Par contre, suite à cette publication, à cette annonce, y a la communauté qui s'est dit « Ah, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir aussi les autres versions de Firefox, ESR et normal ?» Pour l'instant, pas de réponse de Mozilla sur la question, mais il y a un petit espoir de se dire à un moment donné, on pourrait avoir toutes les versions disponibles sur ce dépôt-là, et ça pourrait intéresser entre autres aussi les utilisateurs d'Ubuntu qui aujourd'hui sont bloqués avec un snap par défaut pour le navigateur Firefox. Alors, il existe bien entendu des procédures pour avoir Firefox autrement, mais si vous installez une Ubuntu aujourd'hui, vous avez un paquet snap.
Oui, sur Ubuntu. Et la problématique de Debian, j'ai pas l'impression que t'aies énoncé la problématique, c'est que Debian est coincé sur les ESR, donc les versions à longue durée. Donc t'as pas forcément les dernières versions à disposition. Oui, c'est ce que j'ai. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Pardon. Non, mais pas de souci. Et donc voilà. Ok, très bien. Eh ben, à suivre. Ça remet pas en cause la viabilité de Firefox, on en reparlera tout à l'heure dans notre dossier. Tutanota. Tuta. Il n'y avait pas une musique comme ça, Pinocchio tuta. Vous savez ce que c'est, Tutanota? Oui, une musique. Non, Putain, à part je la suis musique. Là, je suis resté bloqué sur la chanson de Cédric, excuse-moi, mais j'étais avec Motus. Enfin, soit, hop, on passe. Bon, en fait, Tutanota, c'est un service qui propose, qui est une alternative à Proton. Proton, qui est une société suisse qui propose un mail où tous les mails sont stockés, chiffrés sur leur serveur, ainsi que d'autres services. À côté des lingots. À côté des lingots, voilà. Et du chocolat. D'autres services où la vie privée est préservée. En fait, Tutanota, c'est à peu près la même chose pour les mails et d'autres services. C'est une société allemande qui va fêter ses 10 ans en 2024. Et Tutanota, vous savez ce que ça signifie? Tu l'as dit. Mais je vais faire comme si en fin de compte je le sais pas. Comme ça va créer la surprise. Voilà, en fait, Tutanota en latin. Bon, faut parler le latin. Je suis pas sûr qu'il y en ait encore beaucoup qui le parlent aujourd'hui. Mais Tutanota, ça veut dire. C'est pas une langue morte. Si, c'est une langue morte justement. Mais ça s'étudie encore à l'école. Enfin, du moins, ça s'étudie de mon temps à l'école encore. Oh, de mon temps. Bon, oui, pardon. Et donc ça signifie message sécurisé. Message sécurisé. C'est voilà. pas ça. Et donc, alors que les 10 ans approchent, les équipes derrière Tutanota se disent, c'est pas un nom facile. On va le simplifier. Et on va prendre donc, Microsoft. Ah merde, c'est gentil. Non, on va en faire. On va prendre un nouveau nom, et donc le nouveau nom, on va le faire beaucoup plus court. Comme ça, en plus, on pourra le partager plus facilement. Il pourra se taper plus vite dans les mails, etc. C'est tu. Ah non, tu t'as. C'est pas Tata, c'est voilà. Tuta. Voilà, maintenant ça s'appelle Tuta. Alors, Tata.com. Et en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais Tuta a aussi une signification en latin. Ah merde, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Tuta, ça signifie, alors on pouvait s'en douter parce que Tutanota, c'était donc message sécurisé, mais en fait, nota, c'est message, et tuta, c'est sécurisé, sûr ou protégé. Mais ça veut dire aussi quelque chose en finnois. En finnois, ça veut dire sentir ou expérimenter. En espéranto, ça veut dire englobant ou en entier. Ah voilà, en tout cas, ils gardent un nom avec une signification dans diverses langues. Et donc, pour résumer, Tutanota, donc c'est une messagerie chiffrée, c'est une recherche chiffrée qui a été lancée en 2017, c'est un client pour ordinateur que vous pouvez installer sur votre ordinateur, qui a été lancé en 2018, c'est aussi un calendrier partagé, mais que vous pouvez chiffrer, vous n'êtes pas obligé que tout le monde puisse y accéder, et que eux-mêmes, les propriétaires, y accèdent, et plein de solutions pour sécuriser des sites web, etc., un carnet d'adresses protocole ouvert, protégé, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il se base sur des solutions ouvertes. Alors se baser, c'est une chose. Google aussi se base énormément sur l'open source. Ils ont tendance à l'enfermer. Contrairement à Proton, Proton met tous ses codes sources en ligne disponibles sur GitHub et sous licence open source. Tutanota, je ne sais pas, j'ai pas été vérifié. Pourquoi je suis regardant sur cet aspect ouverture, tout simplement pour éviter d'être enfermé dans un écosystème. Et on le voit très bien aujourd'hui avec les messageries. Ça aurait pu faire l'objet d'une news, mais les messageries aujourd'hui qui vont être obligées de s'interportabilité. Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. Ouais. De ça. Mais donc les messageries qui sont obligées de communiquer entre elles, oui, ça s'appelle un protocole ouvert. Enfin, je vais pas aller plus loin parce que je vais insulter du monde là. Bon, bref. Bon, c'est pour ça. Voilà, ma question, c'était
Très bien. Ben, je te remercie. Tu voulais réagir sur tu utilises Tutanota, Steve? Oui, je l'ai encore utilisé. Oui. D'accord, très bien. Ben, remets-toi un petit peu la musique de Pinocchio. Et puis moi, avec les chansons là dans la tête. J'avoue, j'avais une adresse Tutanota que j'avais créée donc il y a 10 ans quand ils se sont lancés. Sauf qu'au bout d'un an, en fait, on l'utilise pas, elle est fermée. Ce qui est très bien. Droit à l'oubli. Voilà. Merci. Voilà. Donc ce qui fait que là, j'ai voulu tester, voir un peu pour préparer l'actualité. Et non, il faut que je m'en recrée une nouvelle. Ouais. Pareil avec la carte fidélité Decathlon. Alors, par contre, Tutanota, contrairement à Proton, qui a une extension qui permet de l'inclure et de relever ses mails avec Thunderbird, de déchiffrer, de relever donc pas ses mails. protocole ouvert. Très bien, pas protocole. Tutanota n'a pas d'extension encore pour déchiffrer dans votre client de messagerie. Il faut passer par le leur. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est un protocole fermé, on est d'accord. Très bien. Non, c'est juste que les clés de chiffrement ne sont pas accessibles. Ouais, voilà, c'est le chiffre, voilà. Il y a un truc qui me trouble. Voici ma maison, mais c'est pas moi qui ai les clés en fait. C'est le maire qui garde les clés. Non, parce que tu accèdes à un coffre-fort, donc l'application Thunderbird n'a pas la clé du coffre. Oui, mais qu'est-ce qui empêcherait que moi je la mette dans Thunderbird pour accéder au coffre? Après le problème c'est que dans Thunderbird tes messages sont plus chiffrés. Oui, ils sont stockés en clair, on est d'accord. Voilà, alors qu'en fait, l'extension Proton, tes messages restent chiffrés, que ce soit sur leur serveur ou ton client. C'est ça le but de l'extension. Voilà, tout ça. Voilà. Mais après, le protocole de chiffrement, ça reste un protocole. Oui, standard, évidemment, on va pas réinventer la roue, on est d'accord. Et voilà. Et je pense que tu t'as maintenant, puis Tutanota, c'est fini, il faut perdre l'habitude, fait la même opération. Mais eux, ils n'ont pas fait l'effort de proposer une extension pour y accéder en dehors de leurs clients à eux. Ouais, malheureusement, ouais. Bon, ok. À suivre. Allez, on enchaîne. Ou à étudier. Un gros don. Oui, il y a eu un gros don cette semaine. Un sacré lancement, là. Ouais, non, alors oui, en fait, il y a un heureux qui a reçu 1 million d'euros. Oui, merci. Alors, je voulais remercier ma mère, Non, c'est un acteur important de l'open source, de Linux et tout ça, c'est Gnome. Gnome a reçu un don important de la Sovereign Tech Fund, donc qui est une fondation, un organisme allemand qui soutient le développement, l'amélioration et la maintenance d'infrastructures numériques ouvertes. Et à travers ce don, l'objectif c'est de renforcer durablement l'écosystème open source et de permettre à Gnome de financer plusieurs projets. Et donc Gnome, par rapport à ce don, s'engage jusqu'à fin 2024 d'améliorer l'état actuel de l'accessibilité, de chiffrer les répertoires personnels des utilisateurs individuellement, de moderniser le stockage des secrets, d'augmenter la gamme et la qualité de ses produits et plein d'autres choses. Voilà. Donc un beau don pour un acteur important de l'open source. Vous en pensez quoi ? Mais en fait, je vais faire exactement la même réflexion qu'on a fait en offline. C'est que vous m'aviez dit oui mais non mais trompe-toi, t'inquiète pas, Gnome n'est pas comme ça, mais je me dis ok, on a quand même pas mal de concurrents en tant qu'environnement de bureau sur Linux, on a quand même une sacrée chier. Je me dis putain quoi, Gnome qui rafle 1 million d'euros, t'as quand même en fin de compte une autre triclée d'environnement de bureau qui se dit putain nous on n'a pas ça quoi. Oui, mais ça vaut le coup. Gnome vaut le coup. Là, ça y est, je me fais tuer par tous ceux qui utilisent KDE. C'est ça, quoi. Non, c'est ça. Grosso modo, non, parce que pour la petite histoire, ça fera peut-être l'objet d'un dossier, mais Gnome sert de base à beaucoup de bureaux. Par exemple, qu'on prenne Mate, Cinnamon, Bungie, tout ça sont basés sur Gnome. Exactement, donc les progrès de Gnome, voilà. Alors après, il en reste un et demi. Je vous dis le demi, j'en parlerai après. Le 1 c'est KDE qui est le gros concurrent de Gnome, et le demi c'est XFCE qui se base sur des bibliothèques GTK, donc développées par Gnome, mais qui allège énormément l'écosystème Gnome pour avoir un environnement léger. Bon, après il en existe plein d'autres, mais ils sont beaucoup plus discrets et moins connus. Le VT100, vous savez ce que c'est le VT100 ?
C'est le terminal. Oui, c'est le Minitel. C'est bien cette interface graphique aussi. Un curseur qui clignote, voilà, ça marche bien. Et avec une ligne à 8 kilo-octets-secondes, t'arrives à afficher des trucs. Franchement, que demande le peuple? Bon, ok, je sors, j'arrête de troller. De toute façon, on a fini pour l'actualité et on va maintenant enchaîner sur les sorties de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Tu vas nous parler de beaucoup de logiciels, 5 logiciels, 6 logiciels. Oh là. Ouais, vas-y. non, mais je vais pas m'étendre sur tous. Donc, cette semaine, la première sortie que j'ai notée, que je trouve vraiment intéressante, c'est la nouvelle version de Calibre qui passe en version 7. Parmi les nouveautés de cette version, il y a la possibilité d'ajouter des notes sur les auteurs, les étiquettes, les catégories, etc. Des notes de 1 à 10. Des notes. Non, des notes en fait derrière. Par exemple, si vous voulez avoir une note qui contient la biographie d'un auteur, bah, vous pouvez copier la page Wikipédia, la coller, et en plus de ça, ça reconnaît le HTML, ça va insérer les images qui vont bien, etc. Vous aurez des belles notes. C'est génial. Donc, plutôt assez puissant. Deuxième chose, alors je ne connaissais pas avant, mais l'occasion de cette nouvelle version m'a fait découvrir un format qui s'appelle l'audio EPUB. L'audio EPUB, en 2 mots, c'est un fichier EPUB, donc un e-book, qui contient une piste sonore dans lequel un lecteur va lire le texte. Et ben donc la visionneuse de Calibre 7 prend en charge ce format. C'est comme un karaoké, quoi. Voilà, c'est ça. Ah oui, génial comme ah oui carrément. J'achète. Sinon, cette nouvelle version permet aussi d'ajouter des données auxiliaires, on va dire, à un livre. Par exemple, vous voulez rajouter des images ou n'importe quoi comme fichier qui est caractéristique et qui se réfère à un livre, bah, vous pourrez les rajouter dans Calibre. Il pourra les gérer. Et aussi, dernière nouveauté intéressante, c'est que Calibre embarque maintenant une corbeille. C'est-à-dire que quand vous supprimerez un fichier par erreur... À papier, ou, j'espère. Une corbeille à papier. Une corbeille à papier. Non, une corbeille à livre. à e-book. En fait, ça ne sera pas directement effacé. Vous ne serez pas obligé d'aller dans la corbeille du système d'exploitation pour le restaurer et réimporter le ou les e-books dans Calibre, avec éventuellement une perte de métadonnées. Là, vous pourrez restaurer tout ce que vous avez supprimé assez simplement. Il y a Romain dans le chat qui me dit que le fichier EPUB avec l'audio, c'est intéressant pour lire des livres en anglais, à la limite pour avoir le bon accent. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un site qui propose alors je ne connais plus le nom du site, qui propose des audio EPUB, mais principalement en langue anglaise. Alors c'est gratuit, c'est complètement légal, etc. Sauf que c'est principalement en langue anglaise. Après, il en existe certainement en version française, mais pas en accès libre. Excellent. Autre sortie de la semaine. Allez, on Blender fait un petit DVD. 4. Alors Blender. Ah non, Blender, pardon, excuse-moi. Vous connaissez Oui. Vous connaissez Blender? Je connais le mixeur, moi, mais le Blender, c'est son cousin, Alors, c'est ça? Blender, c'est un logiciel libre d'infographie 3D qui est utilisé même par des professionnels pour faire des superbes animations. Mais oui. Tu nous en as parlé en plus, Cédric, la dernière fois. Mais oui, mais évidemment, je fais le regardez bête. sur le site de la Fondation Blender, il y a plein de belles vidéos à découvrir et tout ça. Ouais, Toy Story. Ouais, Toy Story, je crois qu'il a été... Non, je sais pas. Mais je sais que DreamWorks utilise Blender pour certains de ses films et tout ça. Donc, pour vous dire que c'est un logiciel qui est haute qualité. Et ben là, il est passé en version 4.0. Je vais pas m'étendre sur les nouveautés parce que ça va ne parler que à des spécialistes. Et comme on n'est pas spécialiste... Et on n'est pas spécialiste, voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche. on va passer vite. Alors, toujours dans le monde de la vidéo, Handbrake. Vous connaissez Handbrake? Oui. Non, mais par contre, je connais Handbrake. Handbrake. Voilà, en français, Handbrake. Handbrake, pardon. Handbrake, oui. Handbrake, en Non, français. c'est autre chose. Alors, je sais pas pourquoi je la sentais venir, celle-là. Ah, tu la sens? Attends, c'est bien. Oh là. Handbrake qui passe en version 1.7 avec donc
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit logiciel qui permet de faire du transcodage de vidéos. Oui, bon, ripper les DVD, voilà, allez, c'est bon. Ripper les DVD, les Blu-ray, mais même de prendre une vidéo que vous voulez lire sur votre smartphone, l'encoder dans un codec pris en charge nativement par votre smartphone. Voilà, donc il passe en version 1.7 et principalement de cette nouvelle version, ce sont les presets qui sont proposés aux utilisateurs novices qui sont mis à jour et dont un preset qui permet d'utiliser l'encodage hardware sous Apple, le Video Toolbox. Toujours dans la vidéo et encore dans le codage FFmpeg qui passe en version 6.1. Je vous ferai pas la liste des nouveautés. Et OBS Studio qui passe en version 30. Voilà pour les sorties de cette semaine que j'ai notées. Oh putain, ça va encore planter. Non, pour la petite histoire, alors, c'est pas OBS qui plante, mais à chaque fois que j'essaye de mettre à jour OBS, je perds. Ah bah je suis passé à la version 30. Oh bah c'est magnifique. Mais d'habitude, je perds mes profils, mes scènes, etc. Enfin, c'est la catastrophe. Alors, a priori, dans la version 30, là, il y a l'ajout du support de l'encodage hardware avec des GPU, CPU, APU, Intel pour le H264, le H265, la V1, etc. sous Linux. Merci beaucoup pour cette actualité. Ouais. On va enchaîner avec le bulletin sécurité avec quelques nouveautés cette semaine. Librement Linux. Votre Logitech a été mise à jour avec succès. La météo sécurité. Et on va changer de fusil d'épaule parce que toutes les semaines je vous dis mettez à jour vos logiciels. J'espère que vous finirez par le comprendre. Cette semaine j'ai essayé de tourner un petit peu l'actualité sécurité différemment. J'ai essayé de voir ce qui était poutré, enfin du moins ce qui devait être corrigé rapidement. Et je me suis dit tiens on va faire un zoom dessus, on va savoir ce que c'est cette application, ce programme, etc. Et cette semaine j'en ai retenu deux. J'en ai retenu qu'un Microsoft Azure. Voilà. Parce que Microsoft Azure, en fait, pour monsieur et madame Michu, ça leur parle pas du tout. Ils savent même pas ce que c'est. Ici, il y a le mot Microsoft. Windows? Non. Mamie, c'est bon. En fait, Microsoft Azure, ça touche tout le monde. Tout simplement parce que Microsoft Azure est une plateforme de cloud computing. Vous connaissiez le truc, et Steve? Non, certainement pas. Non. Non, sérieux? Non, jamais entendu parler. Pardon. C'est un concurrent à AWS. C'est ça, AWS, à Google Platform, à OVH, qui propose également. AWS, c'est Amazon. Oui, Amazon. Donc le cloud computing, en fait, c'est des ordinateurs qui sont mis à disposition par Microsoft. Alors, des ordinateurs, j'ai envie de dire, c'est très réducteur. En fait, ils mettent des puissances de calcul, des puissances de stockage, des puissances d'exécution. C'est plus un ordinateur, mais vraiment vu de manière éclatée. Donc Microsoft offre une large gamme de services et de solutions associées à ce cloud computing et c'est essentiellement destiné aux entreprises et aux développeurs pour les aider à créer et déployer tout en se détachant du hardware, de la maintenance entre guillemets informatique. Comme ça, le développeur, lui, se concentre uniquement sur ses applications et ses services. Le problème, c'est que Microsoft Azure a eu pas mal de vulnérabilités qui a été déclarées. Et donc, ça présente pas mal de risques. Concrètement, en fait, aujourd'hui, le système bancaire s'appuie sur Microsoft Azure. Quand vous utilisez des applications, ça s'appuie sur Microsoft Azure. Quand vous allez travailler, les RH, vous savez, elles font tout par informatique, tout ça, c'est dans le cloud. En fait, elles ont des offres SaaS. Et en fait, qui c'est qui héberge le SaaS? C'est Microsoft Azure. Donc, quand Microsoft Azure tousse, toute la planète s'enrhume. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc là, tout le monde est en train de serrer les fesses parce que donc Microsoft Azure a eu pas mal de vulnérabilités. Et donc là, les utilisateurs vont être carrément impactés parce qu'il peut y avoir des risques d'usurpation d'identité. Donc, des introductions dans les systèmes. Et qui dit introduction dans les systèmes, on peut aller après accéder aux différentes données. Ça craint un petit peu. Le deuxième billet dont je voulais vous parler au niveau de la météo sécurité, c'était LinkedIn. Alors LinkedIn, ça sert à rien de le mettre à jour, vous pourrez pas. Justement, c'est une solution cloud, c'est une solution qui est disponible sur Internet et uniquement sur Internet. Et LinkedIn, qu'est-ce qu'on apprend? Déjà en 2022, LinkedIn, on a compté plus de 25 000 vulnérabilités identifiées. Oui, vous ne rêvez pas. En 2022, 25 000 vulnérabilités identifiées. Ça en fait plus d'une par jour. Enfin, c'est miraculeux. Là, ce qui s'est passé, on s'est rendu compte
de quelque chose sur le marché noir, c'est qu'il y a plus de 35 millions de comptes LinkedIn qui ont été publiés sur le marché noir. Et comment ils ont été volés? Vous allez dire, ouais, facile, vu qu'il y avait 25 vulnérabilités, les pirates se sont introduits par là. Non, pas du tout. Ils ont utilisé la technique du web scrapping. Et le web scrapping, c'est quoi? C'est simplement une technique qui consiste à un script ou à un programme d'aller se connecter sur la page internet et d'aller relever toutes les informations disponibles. Sauf que vu que c'est un programme qui le fait, il va beaucoup plus vite que nous pour faire des clics, et donc il peut aller beaucoup plus rapidement récupérer toutes les infos de toutes les pages. Bon, dans LinkedIn, qu'est-ce qu'il y a comme info sur vous? Votre nom, votre prénom, votre société? C'est déjà pas mal. Ouais, mais ils pourront jamais nous contacter en direct. Ouais, votre CV. Mais en fait, là, ce qui est intéressé, les pirates, c'est simplement le nom, prénom de votre société. Comment vous allez pouvoir être touché? Simplement, là, on a une forte crainte qu'ils vont faire du social engineering. Pourquoi? Lorsque je connais votre société, votre nom et votre prénom, je connais votre adresse mail, en fait. Parce que la société, si vous êtes... Allez, on va prendre un exemple au hasard. Vous travaillez pour la société Google. C'est simple, je demande, dites donc, c'est quoi le nom de domaine de Google? C'est google.com ou google.fr. Bon, et l'adresse mail qui est associée à votre compte, généralement, c'est votre nom, prénom, ou votre prénom.nom, ou la première lettre du prénom suivie du nom. Bref, on peut deviner facilement votre adresse mail. Donc, on a peur que les 35 millions de comptes LinkedIn qui ont été publiés sur le Darknet, il y a des adresses mail qui ont été générées justement à partir de ces informations-là. Donc, on pense qu'il va y avoir beaucoup de social engineering. Donc, c'est la fameuse technique qui permet aux pirates de vous contacter et de faire pression sur vous psychologiquement pour obtenir d'autres informations ou obtenir des accès ou obtenir de l'argent. Voilà. J'ai fini pour l'actualité. Ça fait pas peur, ça? Pour ceux qui cherchent un boulot, va falloir changer de plateforme, quoi. Non? Je sais pas. J'ai entendu une chronique récemment à la radio qui disait il y a des détectives aujourd'hui du numérique. Donc il y a des techniques pour essayer de trouver des informations secrètes sur vous. Et en fait, la conclusion, c'est est-ce qu'il y a réellement des informations secrètes sur Internet? Mais pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais vous avez tous les deux un compte LinkedIn? Oui, justement, c'est ça le truc, oui. C'est que ouais. Moi, j'ai tout masqué depuis. Donc voilà, c'est ça que je me pose la question. Donc j'ai intérêt à tout masquer, c'est ça ou quoi? Désactiver mon compte? Moi j'ai un compte, mais ça fait depuis une dizaine d'années que je l'utilise plus. Si tu cherches pas à aller ailleurs, soit tu le closes, soit tu mets tout en off. Ok. Dans l'absolu, il faut éviter de laisser traîner des informations, surtout si tu t'en sers plus. Dis pas c'est pas grave, ça va se fermer au bout d'un temps. Non, tu fermes tout, tu clôt tout. Non, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de fermeture automatique. En plus. Très bien. On va enchaîner sur... on va pas du tout enchaîner, dites donc. J'avais pas vu l'heure. Ça va être compliqué. En 5 minutes, on fait les dossiers sur les navigateurs? Qu'est-ce que vous en dites? Ça va faire un peu court, je pense. Ouais, ça va faire un peu court parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à en dire. Ouais, c'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine. Alors moi, je sais qu'en fin de compte, pour le prochain épisode, je peux déjà vous prédire un truc, alors les gars. C'est que la semaine prochaine, et ça, franchement, vous pouvez l'écrire, je le prédis, on fait le dossier sur les navigateurs. Peut-être qu'on va changer de programme entre-temps. Imagine, je suis pas là le week-end prochain, on fait pas les navigateurs. Ouais, mais en fait, j'ai regardé les Simpsons et apparemment, t'es là. J'ai vu que... Imaginons un truc, une attaque de drone. Ouf. Je vais devoir m'y préparer alors. Bon, très bien. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci Steve. Merci le Tux Masqué. Merci. Que du bonheur de faire cette émission avec vous. Oh. D'ailleurs, j'ai eu un retour, oui, de visu, parce que ce week-end, j'ai fait une install party à Chambéry, et à un moment, dans une discussion, un des bénévoles se retourne vers moi et me dit « Sympa ton émission de dimanche dernier ». Mon émission... Oh putain, librement Linux. Oui. Voilà. Donc voilà, j'ai des retours. Il a trouvé ça sensationnel, sensationnel. Il aime bien notre émission, qui dure à peu près 1 heure, donc ça lui convient bien au niveau format. Dans le fond, il aime bien cette séparation du billet, de l'actualité et du dossier à la fin. Donc voilà, c'est apprécié en tout cas. Eh ben merci à lui. Exactement. Il s'appelle Romain. Merci Romain. Merci. Voilà. Et Romain, si jamais tu fais du sport pendant que tu nous écoutes, eh bien, bon sport. Ouais. Voilà, il te reste encore 2 kilomètres là.
Merci à vous tous. Rendez-vous sur le salon Matrix. Voilà, c'est le moyen de nous contacter, d'échanger avec nous et de faire part de votre expérience. D'ailleurs, dites-nous comment vous écoutez Librement Linux, si c'est le soir en vous endormant, le matin en voiture ou la journée entre midi et 2. N'hésitez pas, voilà, retour sur cette expérience et pourquoi pas non plus en audio, oui, sur répondeur. Le répondeur, c'est ça le répondeur. Hello tout le monde. Alors j'ai une petite requête à formuler à tous, dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts. Si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur. Vous serez bref et succinct. Vous m'envoyez un petit fichier au format MP3 ou OGG. Enfin, bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions seront retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration. Alors, nous comptons sur vous. Oui, on compte sur vous, mais vous êtes déjà un petit peu, voilà, vous avez quelques-uns à nous avoir posé des trucs, mais la suite arrive très prochainement. On est un peu pris par le temps actuellement. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. On vous donne rendez-vous, bien sûr, au prochain numéro de Librement Linux. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, et puis à bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye. Salut les gars. Bye. Dites, est-ce que je suis le seul à chaque fois à me dandiner sur la chaise avec le jingle, le générique et tout ça, ou Vas-y, bouge ton corps, vas-y. Oui. Bon, d'accord. Si vous êtes aussi à vouloir vous dandiner comme ça, faites-le moi savoir, je voudrais pas me sentir seul finalement. Non, tu n'es pas seul.